On a sûrement déjà vu passer ce genre d'affirmation, partagée par un ami, un membre de la famille. C'est une promesse énorme, qui capte tout de suite l'attention et qui est évidemment pleine d'espoir. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce titre si accrocheur? Que dit la science? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va tenter de démêler le vrai du faux. Est-ce que le pissenlit, cette plante qu'on voit partout dans nos jardins, est vraiment la clé d'un traitement révolutionnaire? Ou est-ce que c'est juste l'exemple parfait d'une information qui devient virale beaucoup plus vite que la preuve scientifique? Voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder d'où vient cette idée, puis on plongera dans les résultats de laboratoire qui ont mis le feu aux poudres. Ensuite, on verra pourquoi c'est si compliqué de passer du labo à un patient. On écoutera ce que disent les scientifiques aujourd'hui et on essaiera de faire la part des choses entre l'espoir et, disons, le buzz médiatique. C'est parti. Bon, pour commencer, il faut savoir un truc. L'idée que le pissenlit a des vertus médicinales, ça ne date pas d'hier. C'est même tout le contraire. Bien avant qu'on ait des labos modernes, cette plante avait déjà une sacrée réputation. Que ce soit en médecine traditionnelle chinoise ou chez les Amérindiens, on s'en servait depuis des siècles. Et pas juste pour des petits bobos, parfois pour des choses très sérieuses, comme les tumeurs. Et aujourd'hui, on le voit partout. Dans nos salades, nos thés détox, il a cette image de plante bien-être. Et c'est sans doute pour ça que l'histoire sur le cancer a si bien pris. Le terrain était déjà prêt, si on peut dire. Mais attention, le buzz énorme qu'on a vu récemment, ça ne vient pas directement de ces traditions anciennes. Non. Ça part d'une histoire bien plus moderne. Une histoire humaine, une anecdote médicale tellement puissante qu'elle a tout déclenché. On est en 2009. Une oncologue, le Dr Ham, est face à un patient atteint de leucémie, un cas jugé désespéré. À court d'options, elle lui parle du thé de racine de pissenlit. Et le résultat est spectaculaire. Le patient entre en rémission. Alors attention, un seul cas, ce n'est pas une preuve scientifique, loin de là. Mais c'était tellement marquant que ça ne pouvait pas en rester là. Ça a été l'étincelle qui a lancé un vrai projet de recherche universitaire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment scientifique. L'équipe de chercheurs a donc commencé à tester cet extrait de racine de pissenlit en laboratoire, et accrochez-vous bien, parce que les premiers résultats, ils étaient franchement bluffants. Premier chiffre choc, en laboratoire, l'extrait a éliminé plus de 95% des cellules de cancer du côlon. 95%, c'est un chiffre absolument énorme, qui forcément a généré un enthousiasme fou. Et attendez, ce n'est pas fini. Cette destruction massive, elle a eu lieu en 48 heures seulement. 2 jours. Une efficacité et une rapidité d'action vraiment remarquables dans les conditions contrôlées du laboratoire. Ok, après la boîte de pétri, l'étape suivante, c'était de tester sur un organisme vivant. Chez des souris porteuses de tumeurs humaines du côlon, l'extrait a réduit la croissance de ces tumeurs de plus de 90%. Et, point très important, sans aucun signe de toxicité pour les animaux. C'était une autre excellente nouvelle. Et il y a un autre détail, un peu technique mais super important. L'extrait marchait même sur des cellules cancéreuses qui avaient une mutation particulière, la mutation du gène P53. Et pourquoi c'est important? Parce que cette mutation rend souvent les cancers très résistants aux traitements classiques. Donc, là encore, c'était une piste hyper prometteuse. Alors là, on a un tableau assez incroyable, non? Des résultats de labo spectaculaires, ça marche sur les souris, même sur des cellules réputées résistantes. Du coup, une question s'impose. C'est la question. Si ça a l'air si efficace, pourquoi est-ce que ce n'est pas un traitement disponible dans tous les hôpitaux aujourd'hui? La réponse tient dans l'immense fossé qui sépare une découverte en laboratoire et un médicament pour un patient. Pour bien comprendre ça, il faut juste avoir en tête 2 termes, in vitro et in vivo. In vitro, c'est dans le verre, en gros dans une boîte de pétri. In vivo, c'est dans un organisme vivant. Tous les super résultats qu'on a vus, c'était in vitro. Et passer à l'humain, c'est une toute autre histoire. Parce qu'un corps humain, ce n'est pas une boîte de pétri géante. Il y a un système immunitaire, un métabolisme, un foie qui filtre tout. Il faut que la substance arrive au bon endroit, à la bonne dose, et surtout sans abîmer les cellules saines au passage. Prouver tout ça, c'est un processus extrêmement long, difficile et coûteux. Et tenez-vous bien, voilà le chiffre qui remet tout en perspective. On se souvient des 95% de cellules cancéreuses détruites? Ironie du sort, on estime que 95% des médicaments prometteurs en laboratoire contre le cancer finissent par échouer lors des essais sur l'homme. 95%, c'est la dure réalité de la recherche. Bon, alors avec tout ça en tête, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Que disent les grandes institutions médicales sur cette fameuse racine de pissenlit? D'un côté, on a l'enthousiasme et la conviction des premiers chercheurs. Cette citation le montre bien, ils y croyaient dur comme fer. C'est le côté espoir, la vision la plus optimiste portée par la découverte. Et de l'autre côté, on a la voix de la prudence médicale. Le docteur Paula Ravasco nous rappelle une vérité fondamentale. Le cancer est une maladie d'une complexité folle. Il faut se méfier des solutions qui paraissent trop simples, trop belles pour être vraies. On est au cœur du débat.
Et si on regarde le consensus des grandes organisations de santé, le message est clair. Elles reconnaissent que les études en labo sont intéressantes, mais, et c'est un grand mais, il n'y a eu aucun essai clinique rigoureux sur l'humain pour prouver que ça marche et que c'est sans danger. Et sans ça, l'extrait de pissenlit reste une piste de recherche intéressante, mais absolument pas un traitement validé. Alors, que faut-il retenir de toute cette histoire? En fait, le cas du pissenlit est une leçon parfaite sur la façon dont l'information scientifique peut être interprétée et parfois complètement déformée en devenant virale. Attention, ça ne veut pas dire que le pissenlit est inutile, hein. Le fait que ce ne soit pas un remède miracle prouvé contre le cancer n'enlève rien à ses autres bienfaits potentiels. La recherche continue de s'y intéresser pour le foie, le diabète ou ses propriétés anti-inflammatoires. C'est une plante qui reste intéressante. Mais la vraie leçon, elle est peut-être là. Cette histoire nous montre comment un petit grain de vérité, ici des résultats de labo prometteurs, peut être amplifié par l'espoir et les réseaux sociaux au point de devenir une certitude pour beaucoup de monde. Et ce, bien avant que la science ait eu le temps de faire son travail jusqu'au bout. Et ça nous laisse avec cette question qui va bien au-delà du pissenlit. C'est une question à se poser pour la prochaine cure miracle qui fera le tour du web. Comment faire la différence entre un véritable espoir scientifique, fondé sur des preuves, et un simple emballement médiatique? Savoir distinguer les deux, c'est peut-être l'une des compétences les plus importantes à avoir aujourd'hui.